Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette petite discussion sur la dernière édition de la Valve Virtuale. Bonjour Valérie, Bonjour Grégory. merci d'être présente. Alors, on va pas faire une vision très profonde de tout ce qui s'est dit, hein. La Valve Virtuale, c'est des conférences, des exposants, des compétitions, etc. Mais l'idée de cette discussion et de cette rencontre là aujourd'hui, c'est plutôt de voir un peu ce qui nous a intéressé sur la Valve Virtuale, de voir qu'est-ce qu'on en a retenu de cette édition et puis, comme on le dit souvent, les quelques pépites qui nous ont le plus marqué. Pour avancer là-dessus, on va utiliser le site de la Valve Virtuale parce que finalement, comme on va parler des différents éléments, tout est là. L'exposition, les exhibiteurs, les je L'exposant. les exposants, voilà, dis donc, j'ai du mal avec le français en ce moment. Les exposants, les différentes conférences avec le programme et puis évidemment, il va falloir qu'on discute, comme tous les ans, de la partie compétition, révolution avec les projets des étudiants asiatiques et européens qui, comme toujours, sont délirants et on aime ça. On commence par les conférences, si tu veux bien? Ouais, tout à fait. Alors, cette année, le programme était un petit peu plus, restreint, on va dire, que les années précédentes, puisque les conférences ont gardé 6 thématiques. Alors, je fais un disclaimer, hein, moi j'accompagne la Valve Virtuale pour l'organisation des conférences depuis des années, donc évidemment je connais un peu le programme de conférences, et puis en fait, pour être très franc, je connais quasiment que ça puisque j'ai passé 3 jours enfermé dans une salle, mais je suis allé me balader un peu. Mais je peux vous parler un petit peu de ce qui s'est dit et encore une fois, sans rentrer dans les détails, l'idée de cette édition-là de la Valve Virtuale, c'était aussi de parler des 25 dernières années, puisque cette année, c'était la 25e édition de la Valve Virtuale, de voir un peu ce qui s'était passé pour pouvoir construire, en tout cas imaginer, ce qu'allait être l'avenir de la XR, des technologies immersives, dans les quelques prochaines années. Pour pas dire les 25 prochaines années, parce que ça nous fait voir quand même un peu loin. Donc, le programme était relativement ramassé. On avait 2 sessions tous les jours avec une thématique assez claire. Donc, vous voyez là, le premier jour, c'était l'avenir de la XR et le digital learning. Le deuxième jour, on a parlé des dilemmes du métaverse. J'en parlais peut-être un petit peu plus longtemps un petit peu plus longuement parce que c'était vraiment intéressant. Avec une focalisation sur le business aussi dans la session suivante. Et puis le dernier jour, on est revenu à nos amours de jeunesse qui est le thème transverse de la Valve Virtuale depuis le début, qui est l'industrie. Et puis un autre thème qui s'est imposé depuis ces quelques dernières années, c'est la XR for Good, toutes les utilisations au bénéfice de l'humanité, on va rester large, mais dans lequel la XR apporte des éléments concrets qui aident dans certains domaines. Donc je crois, Valérie, toi tu as assisté à la partie l'avenir de la XR et la partie industrie. Ouais. Hem, Est-ce que tu veux commencer ou je peux faire quelques éléments et puis je te laisse réagir dessus? Ouais, bah vas-y, commence. OK. L'avenir de la XR, en fait, c'était une vision intéressante. Ce qui nous intéressait dans l'avenir de la XR, c'est à la fois de connaître les innovations proposées par les grands, du marché de la XR, donc on a eu Qualcomm, on a eu, Microsoft et puis avec une vision un petit peu comparée entre l'Europe et l'Asie. Vous savez que les équipes japonaises, enfin, Laval Virtual, c'est à l'initiative, à l'origine, une, rencontre franco-japonaise. Des équipes de recherche en France, des équipes de recherche au Japon et c'était intéressant de mettre en valeur cette rencontre-là, ces 2 écosystèmes pour se poser la question de savoir si ces écosystèmes voyaient différemment l'avenir justement des technologies immersives. Et on peut dire qu'ils le voient un peu différemment. Alors si je veux être un peu taquin, je dirais qu'en Europe, on n'a pas vraiment des géants de la XR. On a des entreprises intéressantes, mais pas des géants, donc ce qui change un petit peu notre façon de percevoir les choses. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu as pensé Valérie de cette discussion sur l'avenir de la XR et puis cette vision double, franco-japonaise pour pas dire européenne,
asiatiques? En fait, je pense pas qu'il y avait de grosses différences de vision. Je pense que les Japonais, l'Asie en général, sont beaucoup plus pragmatiques. Je pense que ce qui était intéressant, notamment au cours des discussions, c'était de la vision du métavers et à quel point, par exemple, en Europe, ça peut créer d'énormes discussions, voire des conflits sur, son existence, sa non-existence. En fait, les Japonais, ils regardent ce qu'il y a de dispo sur le marché, ils testent. Oui, Ils font des POC, ils expérimentent la technologie, qu'elle s'appelle métavers, qu'elle s'appelle XR, virtuel, augmenté et cetera. Finalement, c'est secondaire, c'est presque marketing parce qu'en fait, ils sont vraiment pragmatiques et ils regardent qu'est-ce que la technologie peut leur apporter. Et je pense que c'est typiquement européen. En tout cas, on est toujours un peu difficile sur la terminologie, sur les implications, sur la façon dont on échange, etc. On oublie les fondamentaux. Mais du coup, je pense quelque part, c'est eux qui ont un peu raison de juste regarder parce que de fait, ils sont moins préoccupés par le métavers que plus l'expérimentation de ce qui existe déjà en VR et en AR. mmh, Et je pense qu'ils avancent du coup plus vite aussi, puisque forcément, comme ils essayent, ce qui est vraiment ce qu'on essaie de pousser, nous, dans notre écosystème, hein, que les utilisateurs essayent, fassent des POC, fassent des déploiements, mettent les mains dans le cambouis, ben, du coup, forcément, bah, on apprend, on améliore, on va à l'étape suivante, et cetera. alors, Mais c'était intéressant pour rebondir sur ce que tu dis. Ce qui était intéressant, c'est que justement dans cette idée d'approche assez pragmatique du métaverse, on a beaucoup parlé sur la vision asiatique de toutes les technologies collatérales. Donc l'intelligence artificielle, la blockchain avec l'aspect crypto ou pas crypto d'ailleurs, les organisations, les choses comme ça, avec une idée de dire alors OK, on sait que c'est différentes technologies, hein, mais c'est sympa de tout tester pour voir un peu qu'est-ce qui s'imbrique le mieux dans cette idée d'évolution. Ce qui était assez rafraîchissant en fait comme vision. ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à travailler en silo en Europe et du coup, ça nous dessert, je pense, au niveau de la XR actuellement, parce que quand on est sur des tendances où, l'IA suite, au buzz ChatGPT a pris tellement d'ampleur, bah, c'est vrai que ce serait intéressant quand même d'être emporté avec le flux, de communication et de visibilité qui est engendré par tout ce buzz, quoi. Mais du coup, à nouveau, ils testent quelle que soit la technologie et après, ils apprennent, en fait. Et Mmh. nous, on a un peu trop tendance à rester sur les concepts et à travailler en silo. Mais En voilà, c'était très intéressant d'échanger sur ce sujet parce que du coup, nous aussi, on apprend. Ouais, ouais, c'était vraiment intéressant de voir cette différence d'approche pragmatique. Alors, on a un petit peu parlé de gouvernance, mais finalement pas tant que Tellement. ça. Mmh. On a essayé de voir un petit peu si les questions se posaient. On va dire pour être dans la continuité de ce qu'on disait, que ces questions de gouvernance se posent différemment, pareil. Mais c'est probablement une approche culturelle aussi, des deux écosystèmes. On a tendance à alors ça continue ce qu'on a dit, hein, à vraiment se poser beaucoup de questions en Europe avant de faire quoi que ce soit, à essayer de baliser énormément les choses, alors que la vision japonaise et comme tu l'as dit, est plus du test and learn pour voir, bah, est-ce qu'il y a vraiment un problème ou pas? Il faut aller le tester sur place. Ça aussi, c'est une façon d'approcher la gouvernance qui était assez intéressante à mon avis. Oui, et puis c'est un pays. L'Europe, c'est pas un pays, donc je pense que de C'est notre vrai. point de vue, c'est important qu'on anticipe ça parce qu'on parle d'un ensemble de pays qui ont des règles, des approches qui peuvent être différentes et je trouve tout à fait, intelligent de la part de l'Europe de commencer à vraiment travailler très sérieusement sur les questions de gouvernance. Le Japon, une fois qu'il aura décidé, ça ira très, très vite. Mmh. Heu, mais nous, oui, on a besoin constamment d'anticiper ce genre de questions parce qu'on a besoin de consensus. Alors ensuite, on a discuté, de la partie éducation et digital learning.
Donc c'est une thématique qui est, alors qui est pas récurrente, mais qui revient, assez régulièrement, à Laval, parce que c'est un des sujets phares quand même, hein, des utilisations de la XR. On a essayé, cette année d'être beaucoup dans l'exemple. C'est pour ça que vous voyez, sur les différents intervenants, il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants dans cette session qui sont venus, nous parler de choses extrêmement pratiques, des tests. J'ai en tête, la discussion avec, Dana Maria Fanaker de Captain VR pour mettre des coachs en réalité virtuelle. La présentation de Marc de Lynx aussi, qui nous expliquait comment ce casque était utilisé aujourd'hui pour, les premières expérimentations, en formation. Simplon qui est venu nous présenter son projet avec Meta pour amener des gens à augmenter leurs compétences dans la XR. Parce que ça, c'est un sujet aussi qui est proche de l'industrie, Mmh. et qui est très intéressant, hein, le fait de se dire: «OK, la XR se développe, faut peut-être former des gens quand même pour appuyer ce développement et pas uniquement des ingénieurs en XR». Il y a aussi des gens dont le métier va être de maintenir des parcs de casques, par exemple, d'aider les gens à mettre en place les choses. Ça a l'air un peu bête dit comme ça, mais c'est ce qui se passe dans l'informatique classiquement et c'est ce qu'on est en train de constater actuellement. C'est que si on veut déployer 200 casques dans un hôpital ou dans une usine, ben, il va falloir des gens pour, les amener, les configurer, expliquer aux gens comment ça marche, et cetera, et cetera. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, cette partie-là. Je vais juste peut-être, faire un point un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, comment ça s'appelle? Poussé sur la table ronde. Elle était vraiment intéressante parce qu'on a eu la chance dans la table ronde, de cette partie-là de discuter avec, Jayesh Pillai, je suis désolé, j'écorche son nom, hein, mais qui est professeur assistant, en Inde, heu, exactement, que je dise pas de bêtises, à l'IDC School of Design et qui a mis en place des usages de la réalité augmentée en particulier, dans des villages en Inde, dans des conditions très particulières. C'était intéressant d'avoir cette discussion-là parce que on s'est posé une question un peu complémentaire à ce qu'on se pose d'habitude pour l'éducation. On constate tous que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la XR en général, apportent des bénéfices à l'éducation, à la formation, au training, à toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a plus trop de discussions actuellement. La question de cette année, c'était plutôt de savoir si, on pouvait maintenant parler d'inclusion. C'est-à-dire que si l'utilisation de ces technologies était vraiment faite pour tout le monde. Alors quand on commence à tirer la pelote de laine de ce sujet, on tire un fil qui est presque sans fin puisqu'évidemment on parle de conditions de ressources dans les différents pays, mais même d'handicap, hein, on en reparlera après dans la XR for Good et ça a été très intéressant de voir qu'aujourd'hui, la question qui se pose dans la XR, c'est un peu celle qui se posait dans l'accessibilité, des outils numériques il y a quelques années, mais que on se la pose au démarrage de l'amplification, on va dire, du phénomène. Je reste, je trouve que c'est un point positif dans la discussion sur l'éducation. Peut-être que cette fois, contrairement à ce qu'on avait fait peut-être avec d'autres technologies, on va se poser les bonnes questions tout de suite. Alors je ne sais pas si ça accélérera le développement, hein, mais en tout cas, ça nous permettra peut-être encore une fois d'éviter quelques erreurs qu'on a vues, avec les autres technologies numériques, rendre, enfin, faire en sorte que ces technologies soient peut-être moins impactantes. On va voir si la XR, change les choses. Je vais passer directement à la deuxième. Je vais pas je sens que je m'étends peut-être un peu trop sur les choses, mais c'était vraiment, les discussions cette année étaient vraiment passionnantes. Donc, la partie, Metaverse Dilemma était peut-être une des plus passionnantes, très franchement, de la, de cette session de Laval Virtual. Les autres étaient vraiment intéressantes dans ce qu'on a appris, mais c'est la première fois qu'on a décidé de mettre les 2 pieds dans le plat sur les problématiques qui sont visibles aujourd'hui, un petit peu à l'instar de ce qu'on a passé pour l'inclusion. On voit bien qu'il y a des discussions sur le droit
si on parle d'étendue et de diffusion de la XR, on voit bien qu'il y a des discussions sur le droit. C'est quoi un avatar? À quoi ça sert? Est-ce qu'il nous appartient, et cetera? Est-ce qu'il appartient à mon entreprise? On voit bien qu'il y a des discussions sur la durabilité. C'est sûr que s'il faut mettre 2 milliards de casques de VR sur terre, bon, en termes d'impact environnemental, ça va être ça risque d'être assez catastrophique. Et puis, il y a des discussions aussi sur la notion de création dans ces univers-là. Alors univers virtuel, peu importe à la rigueur, mais comment les créateurs sont reconnus? Quels sont les circuits de diffusion? Et comment les créateurs sont rémunérés à leur juste valeur? C'est quelque chose d'ailleurs qu'on avait abordé, hein, les différentes dernières années, mais on sent que sur ce domaine-là, ça reste encore assez, diffus. Les choses se structurent, mais peut-être pas aussi vite qu'on le pensait. Et les structures de diffusion sont malheureusement, enfin, je dis malheureusement, c'est un jugement personnel, hein, mais sont encore malheureusement calquées sur les stores de diffusion des applications. Et qui dit store de diffusion, enfin, vous connaissez le truc, hein, dit, un opérateur qui contrôle tout le système, qui a en gros droit de vie et de mort sur ce qu'on met dedans et qui récupère une partie non négligeable du revenu à ses propres fins. Donc c'est une discussion qui a été intéressante et qui, finalement, a apporté plus de questions que de réponses. Alors, Valérie, n'hésite pas, hein, si tu veux intervenir là-dedans, je te laisse sans problème la parole. Ouais, alors je pense que d'une part, j'ai pas été assister à ces conférences-là et puis d'autre part, je pense que le sujet est vraiment vaste. On pourrait faire une session, juste sur ce sujet-là. Moi, je reste quand même assez prudente sur les sujets relatifs au métavers, hein. Je suis une fervente défenseuse de la XR, telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle peut être déployée. Je pense que le métavers reste quand même une plateforme du futur, qui peut être discutée effectivement aujourd'hui telle que les gens la projettent et la conçoivent. Mais aujourd'hui, à nouveau, je suis beaucoup plus, intéressée par déployer ce qu'on a, utiliser ce qu'on a et faire sûr que notre écosystème survive jusqu'à que le métavers arrive, dans son intégralité et tel qu'il est conçu. Alors ça vient un peu en écho à ce que tu dis. L'après-midi, on est retourné au business, on va dire, en discutant vraiment des bénéfices, de l'utilisation de la XR pour Mmh. l'entreprise en elle-même. Comment définir ces bénéfices-là? Ah, c'était intéressant aussi parce qu'on en reparlera quand on discutera peut-être à la fin de l'overview du salon et de voir un peu le feeling, de tout ça, mais c'était intéressant de se concentrer sur le revenu parce qu'on a le sentiment, c'est même plus qu'un sentiment. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que l'utilisation de la XR dans la relation, par exemple, avec le consommateur final, dans tout un tas de relations et dans tout un tas de secteurs, amène des bénéfices clairs. Ce qu'on voit encore, étrangement, bah, étrangement ou pas d'ailleurs, c'est que quand on commence à rentrer dans la définition des KPI, des vrais indicateurs de mesure du succès, ça reste toujours un peu compliqué. On en a quelques-uns, mais alors évidemment, hein, ils dépendent fortement du cas, du domaine, et cetera, mais ça reste encore un peu compliqué et je dirais même, si j'étais encore une fois un peu méchant, que pour certains projets, des utilisateurs de la XR font beaucoup d'efforts pour éviter de définir des KPI, peut-être pour éviter de mesurer vraiment le bénéfice. Peut-être qu'ils ont une idée qu'il ne va pas y en avoir, donc il vaut peut-être mieux pas en parler. En tout cas, on a vu un peu cette façon de surfer autour de ces indicateurs de succès qui était intéressante. On a eu vraiment des choses vraiment intéressantes, hein, sur la façon de les définir dans différents domaines. Peut-être une vue aussi, assez intéressante. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, sur les différences culturelles. On avait la chance dans cette table ronde de discuter avec, Navjet, qui est de, ah, heu, Genius Venture. Donc une vision plus américaine des choses et encore une fois, c'était intéressant de voir la différence Europe-États-Unis sur cette idée de
je définis mes KPI, je veux faire du business, je veux faire du revenu, je veux faire plus de revenus en utilisant la XR, avec d'un côté une version un peu fonceuse, alors c'est un peu caricatural, mais une version un peu plus rentre dedans, en disant on connaît les domaines où ça marche, on s'enfonce dedans et on va à fond. Ça, c'est la version très nord-américaine. Et puis Mmh. une version peut-être un poil plus prudente, on va dire, qui est plus européenne et qui se posait beaucoup plus de questions justement sur ces définitions. Mais c'était intéressant aussi de voir ces différentes façons d'aborder. Et puis Si je on peux, arrive oui, pardon. en revanche, c'est un point qui me gêne vraiment. C'est-à-dire que je ne pense pas que le succès de la XR, hem, peut arriver sans en passer par: je commence par la rentabilité et les KPI quand je parle à un client. Et je pense que dans tout secteur, dans tout produit que tu vends, la première chose que le client veut savoir, c'est qu'est-ce que ça va lui apporter? Et si on ne commence pas par systématiquement rentrer par là et avoir des données, tant pis si on n'a pas énormément de données, tant pis si ce n'est pas des données faramineuses à 300 à 400. Mais si tu gagnes 15 de renta juste en mettant en place un système, basé sur de la R, de la VR, et cetera, et que tu arrives à le prouver assez relativement facilement, et ça marche quel que soit le secteur, et ben, enfin, c'est un grand pas pour convaincre un client de l'utiliser. Et je pense en fait, on souffre de ça. C'est-à-dire que l'AXR, à cause de ses origines, est un peu, considéré comme un gimmick, comme quelque chose de virtuel, qui est relié au jeu, qui est finalement pas très applicatif, pas très pragmatique, pas très rentable. Et c'est vraiment très, très important qu'on change cette perception, parce que je pense qu'aujourd'hui, alors des fois, on n'a juste pas eu le temps, ou on n'a pas pris le temps de le déterminer, mais il y a des datas qui peuvent prouver à un client aujourd'hui qu'il a tout intérêt à déployer ça, FISA, parce qu'en fait, il va très rapidement économiser de l'argent. Et je pense Ah, que c'est très important qu'on commence par là. c'est intéressant parce que ça a été abordé dans cet aspect business. Je ne sais pas comment dire, cette vision de jeu pas sérieux, pas de jeu. Le jeu est pas Non. le bon Mmh, terme parce qu'on parlerait de gamification, d'un truc, mais cette mmh, vision de gimmick, comme tu dis, on dit: «Ouais, je vais faire ça, c'est fun». mmh, Et en fait, voilà, exactement. puisque je dis que c'est fun, ça me suffit. Ouais. Que ça me coûte et que ça me rapporte rien, c'est pas le problème. Et encore une fois, il y a une vraie différence de vision entre ce que nous a présenté, Navjet, vision très nord-américaine, où le fun, c'est super important, mais le fun et le business, ça va ensemble. Et la vision peut-être un peu plus européenne où si je parle de fun, je vais complètement, saborder l'aspect revenu. On peut pas être fun et faire du revenu, il faut qu'on soit sérieux et faire du revenu. Mmh, Alors mmh. je caricature beaucoup, hein, je suis désolé, Ouais, évidemment, il y a plein de cas différents et cetera. C'était juste un feeling, global. Mais c'est intéressant parce qu'on a parlé après, donc là, c'est la partie vendredi, on a parlé de l'industrie où là, pour le coup, on a voulu mettre l'aspect 25 ans. Voilà. Prenons les 25 dernières années, voyons tout ce que la XR nous a apporté et imaginons ce qu'elle va nous apporter dans les 25 prochaines années. Comment tu as vu, toi, cette session? bah, en fait, l'industrie, c'est quand même l'industrie. C'est lourd, c'est quelque chose de pragmatique, d'applicatif, d'utile, quelque part. Hem, En fait, la partie qui m'a le plus intéressée, finalement, c'est Christoph Rundt, qui est venu présenter le VDC. Donc le Virtual Dimension Center à Stuttgart, qui est en fait une organisation qui rassemble, des universitaires, des clients finaux, des entreprises, des startups, des spin-offs. Et depuis, je sais pas, je crois que ça depuis 2005, quelque chose comme ça, ils ont en fait une organisation qui est focalisée sur la XR
et qui est vraiment très pragmatique. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je ne les connaissais pas. Je pense que c'est vraiment un groupement qui a beaucoup de sens et qui aide en fait l'industrie à progresser parce que j'ai discuté un peu avec Christophe Round aussi par la suite. Ils ont la même problématique que nous, c'est-à-dire Oui, 95% des entreprises en Allemagne, c'est des TPE, des PME, des ETI. Et en fait, malgré tout, l'industrie dans les conférences, alors Laval, mais toutes les conférences en général, ben, c'est des grands groupes. C'est des groupes importants qui finalement, eux, travaillent depuis 15, 20, 25 ans sur la technologie industrielle. Donc, je pense que le contenu était intéressant malgré tout. Forcément, quand tu as Nvidia, Soprasteria qui parlent de leur partenariat, etc. Mais je pense qu'on peut peut-être aller un peu plus loin maintenant quand on parle de l'industrie et parler en fait vraiment du tissu industriel et d'inviter peut-être des sociétés de moindre taille, alors pas des TPE, etc., mais peut-être des PME qui ont vraiment mis les mains dans le cambouis, qui ont développé en fait et déployé de la XR, qui vont peut-être parler de problématiques réelles, hein, parce que effectivement tout n'est pas rose, c'est pas du totalement plug and play, il y a des choses qui se passent chez les industriels, mais ces boîtes de 1500, 2000 personnes qui ont des vraies histoires à raconter qui peuvent toucher en fait l'industrie dans son ensemble, mmh, parce qu'à nouveau, l'industrie en France, c'est des milliers de petites entreprises, enfin ouais. petites en tout cas, qui ne sont pas Airbus, Thales, PSA, etc. Et qui peuvent aussi donner des retours qui pourraient bénéficier aussi aux gens qui font du dev, qui Mmh. pourraient bénéficier aussi aux gens qui fabriquent des lunettes, parce que l'industrie est, j'en parlais avec pas mal de gens sur Laval. Il est un peu désespéré de ne pas avoir les bons matériaux, enfin en tout cas les bonnes lunettes aujourd'hui pour adresser proprement le marché industriel. Et voilà, aller peut-être encore plus, comme tu disais, ben, dans les bases pour aller vraiment discuter de sujets et mettre en exergue qu'est-ce qui fera l'avenir de l'industrie. Je pense qu'on est vraiment à un tipping point, un moment de notre évolution où là, il faut vraiment aller sur du mass développement. Mmh. Parce que ce Heu, n'est pas en adressant que les gros aujourd'hui qu'on va faire vivre notre écosystème. Il faut alors c'est vraiment aller dans le déploiement de masse de toutes ces entreprises qui peuvent en bénéficier. c'est intéressant parce que, sur la table ronde, alors évidemment, on a discuté avec Alstom et Siemens parce que la thématique de la table ronde, c'était de voir un petit peu les 25 dernières années. Donc, il y a 25 ans, c'est pas la PME du coin, pour être très clair, qui avait, le cave, dans son salon, quoi. Donc, mais sur cette table ronde, Mathieu Lépine d'Immersion nous a donné aussi quelques intéressants, hem, quelques infos intéressantes sur sa façon donc, ils allaient eux aussi adresser des entreprises plus petites et c'est revenu dans la discussion. Alors, je me rappelle vaguement des schémas et des graphes de Christophe Round sur, la façon dont les plus petites entreprises percevaient la XR, où ça reste encore un peu de la science-fiction et on le voit tous les jours, nous, quand on travaille dans le domaine, hein, au sens où les entreprises plus petites ont tendance à percevoir ça quand même comme de la technologie pour les grands groupes qui potentiellement peut amener des bénéfices, mais qui est cher, qui est complexe à mettre en place et cetera et Mathieu nous expliquait que justement l'une des missions qu'il a, c'est d'aller sur ces entreprises-là, expliquer qu'il est pas impératif de partir avec un projet de 3 millions d'euros pour pouvoir avoir des résultats et c'est peut-être, comme tu dis, tout le discours qu'on a maintenant à vraiment travailler pour amener ces masses de PME ou d'entreprises intermédiaires plutôt industrielles à intégrer les technologies immersives, peut-être à des niveaux assez simples. On parlait, de remote assist et cetera, des trucs très éprouvés qui coûtent pas très cher à mettre en place, mais pour pouvoir réellement sentir le bénéfice qu'elles vont en tirer et ensuite, parce qu'on sait qu'il faut un peu de transformation, de l'entreprise, hein, et les process, des fois, sont pas tout à fait numérisés. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui arrivent derrière. Mais en tout cas, après avoir fait le premier pas, se rendre compte que ça vaut peut-être le coup d'en faire un second et un troisième pour aller plus loin. Donc
tout à on fait. va rester optimiste sur ce point-là. Je Mmh. terminerai juste rapidement, parce que je veux pas non plus qu'on passe 2 heures à parler des conférences, même si c'est passionnant. J'avoue que c'était vraiment passionnant ce qui s'est passé C'était dedans. vraiment passionnant. Ouais. Hem, on a terminé sur XR for Good. Je fais un tout petit point là-dessus parce qu'il me semble pour moi que c'est vraiment un des points importants. Il est vraiment très important que l'aval virtual amène cet aspect optimiste de la techno. Je suis pas un optimiste forcené, je suis assez réaliste dans ma vision, mais je suis toujours un peu désespéré que depuis quelques années, quand on parle de technologie, on parle forcément de techno-pessimisme. Bon, il y a de quoi, hein, changement climatique, machin, truc bidule, mais c'est quand même dommage de se dire qu'on a des technologies qui sont quand même formidables et qu'elles peuvent, dans certaines conditions, amener des résultats qui sont vraiment exceptionnels. On a vu, avec Michel Stora et Mélanie de Ribrol, d'Ubisoft, heu, donc Michel Stora, l'école des héros, Mélanie de Ribrol, Ubisoft, les utilisations, par exemple, pour développer l'empathie, des utilisations qui sont, autour de l'émotion, pour Michel, autour de la thérapie. On a vu des choses assez formidables avec, professeur Inami, de l'université de Tokyo sur, les Beyond Human, comment augmenter les capacités des humains, mais avec une vision très, comment dire? Optimiste de ces choses-là. On a vu ces visions, vraiment intéressantes et puis je reste très, j'ai été très impressionné par la keynote d'introduction de Judith Okongvo, sur, comment dire? La notion d'inclusion. On y revient encore, mais avec une baseline que je garde en tête qui dit que la XR for Good n'existe que si c'est en même temps de la XR for All et c'est pour le bien si c'est pour tout le monde. Ça reste un truc vraiment, très basique, mais ça nous permet aussi, à mon avis, de donner un cap dans les développements et dans ce qu'on veut faire de la XR pour les années, qui viennent. Parce que encore une fois, on a l'habitude, enfin, on a l'expérience du développement du numérique, hein, depuis un peu plus de 20 ans, carrément 30 ou 40 et ce serait un petit peu dommage, pour être, très poli, de faire les mêmes erreurs et de développer la XR avec les mêmes biais qu'on a vus, sur les technologies précédentes. Donc Mais on il y a juste pour, notifier, j'ai ouais, quand même vu, récemment pas mal de sociétés qui se positionnaient, sur, l'accessibilité et notamment des fabricants de lunettes. Beaucoup, sur, les problèmes de vision, mais aussi sur les problèmes, pour les gens qui sont sourds, créer beaucoup de solutions, basiques de sous-titrage ou d'amélioration de la vision. Aider des gens aussi qui ont des problèmes suite à des accidents pour les réhabiliter, des problèmes aussi, cognitifs et en fait, il y a beaucoup de sociétés qui se positionnent sur ce segment-là et des sociétés même qui fabriquent des lunettes pour justement, améliorer l'accessibilité ou le traitement de certaines maladies et se spécialisent et c'est une vraie tendance, de que peut-être 2 3 ans, mais qui vraiment se concrétise ces derniers temps. donc c'est Donc c'est plutôt, ouais, c'est plutôt une façon intéressante de voir le marché se développer. complètement, complètement. Il y a une vraie demande. Est-ce qu'on peut passer aux exposants et ce que tu as vu toi sur le salon? Alors je suis désolé, hein, j'ai pas vu grand-chose puisque j'ai fait un peu le salon en accéléré. Qu'est-ce que tu as vu toi d'intéressant, sur lequel on pourrait revenir? Alors, bah, je vais juste vraiment en sélectionner quelques-unes parce qu'il y avait beaucoup d'exposants. Alors, j'ai trouvé ça juste une petite note sur l'ensemble. J'ai trouvé ça très sympa cette année pour, Laval pour 3 choses. Un, bien évidemment, il y a eu beaucoup de monde. Alors forcément, ça crée une dynamique, vraiment sympathique et puis tout le monde a senti, qu'effectivement il y avait des visiteurs, il y avait des exposants. Il y avait de la multinationalité. Il y avait beaucoup d'étrangers, ça se ressentait aussi, c'était vraiment intéressant. Donc effectivement, les Hollandais avaient un beau pôle, sur lequel ils ont amené, pas mal de boîtes intéressantes qui faisaient des choses extrêmement variées.
Il y avait effectivement beaucoup de Japonais, des Asiatiques, des Brésiliens. Alors, on a senti vraiment qu'on était dans un Taïwan cette année, univers, ouais. Taïwan aussi, international et voilà et ça parlait, un peu toutes les langues dans les allées. C'était vraiment sympa parce que ça attirait aussi des visiteurs qui étaient pas forcément, des gens qui parlaient, français nativement. Donc ça, c'était vraiment un truc, qui était très plaisant et puis, effectivement, donc moi, j'ai bien aimé les pour, clore sur le sujet des conférences, tu as dit que ça avait été ramassé, je pense que c'était bien. Je pense que c'était bien que c'était lié à des thèmes thématiques, que c'était plus, ramassé dans le temps aussi et donc tout ça a fait que je pense que la perception globale, de l'événement, était vraiment 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 positive. Donc du coup, dans les exposants, je pense que ce qui était intéressant alors de mon point de vue, moi, j'ai bien aimé pouvoir à nouveau, m'orienter un peu vers l'haptique, donc avec Actronika, qui était là avec sa veste, mais aussi les gants. Donc là, on voit pas mal de choses qui arrivent avec les gants. Donc la société American Haptics, qui a un système vraiment intéressant, même si pas totalement portable, que j'avais jamais pu essayer parce que au CES, à la WE, les queues étaient. Donc là, j'ai pu prendre mon ticket, donc j'ai pu effectivement expérimenter les gants, mais j'ai du coup été voir aussi Sense Glove et WeArt qui, eux, font des gants où tu peux tester le chaud et le froid. Donc ça, c'était vachement intéressant parce que jusqu'à présent, on était plus sur du retour haptique ou des sensations. Là, on était vraiment sur des choses plus pointues. Alors, toutes ces solutions sont encore à l'état quand même de l'état de prototype, on va dire, même si elles sont disponibles sur le marché. Mais en revanche, effectivement, il y a de plus en plus de choix. Puis là, tu commences vraiment à te projeter quoi, avec Ouais. les gants, le truc, le casque, la veste. Là, on commence à voir un petit peu sur des tendances de plus long terme à quoi tout ça pourrait ressembler. J'ai pas mal aimé aussi l'aspect culture avec des démonstrations. Donc, Éternel Notre-Dame, qui a été porté par Orange, était là. C'était bien de l'amener à des gens qui n'avaient pas eu l'occasion de les voir. Mais du coup, il y avait Gaudi avec Small Studio juste à côté. Il y avait aussi Emissive là, avec Keops qui a eu un award. Tout ça donnait aussi une sorte de sensation que quelque chose se préparait et qu'on commençait à aller vers des choses qui devenaient plus récurrentes, Ouais. tu vois? Et qui finalement commençaient à construire, des expériences immersives de qualité, avec du bon storytelling, et avec aussi des business models derrière. Tu vois? Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui faisait que c'était pas juste, comme on disait, du fun, du très beau, Mmh. du quali, mais qu'il y avait aussi, bon, ben, voilà, faut payer, ça a un coût, tu as une expérience, mais voilà et donc de la rentabilité potentielle pour les potentiels, adopteurs de ces nouvelles technologies, immersives. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt bien parce qu'on commence à avoir de très, très beaux contenus. Et puis, après, c'était plus de façon, épisodique. Bon, c'est vrai que Microsoft avait un beau stand. Il Ouais, avait ouais, ouais. amené un peu tous ces mais je trouve ça bien, parce que je trouve ça bien qu'on montre aussi qu'il y a des grands qui adoptent des sociétés locales pour, sous leur coupole, leur donner de beaux voilà, des beaux stands, comme une industrie mature, qui apporte sa pierre à l'édifice. Donc, il y avait des belles démos et voilà, donc c'est toujours intéressant. Et puis, quelque part, une démultiplicité aussi des fournisseurs de solutions, des distributeurs. Et ça, c'est vachement bien parce que ça montre aussi l'évolution d'un marché et sa maturité quand tu commences à avoir des revendeurs spécialisés, Ouais, des loueurs court terme, des exactement. distributeurs qui agrègent le soft, le hard, le service et qui vont commencer à soulager les développeurs de solutions qui historiquement faisaient tout, alors que forcément, c'était pas forcément leur, métier de base. Et là, on commence à avoir pas mal de sociétés qui se positionnent en étant finalement eux-mêmes, pas forcément des gens du cru, mais qui voient une opportunité de marché suffisamment importante pour faire ce métier, comme effectivement, Mats,
ou idem qui fait de la location court terme. Donc ça, Exactement. c'est très, très bien. Ouais, je me suis posé, enfin, j'ai même en allant vite dans les allées du salon, c'est vrai que je me suis exactement fait la même réflexion. Si maintenant on commence à avoir un écosystème de la distribution et de la location, c'est que, bah, il y a un marché derrière qui est en train Ouais, de grossir et une vraie demande. Donc ça, exact, c'est extrêmement intéressant d'aller, enfin, on a discuté avec Idem et avec Maths Digital, d'avoir des supports qui sont capables de dire: «OK, vous voulez combien? 20, 30, 100 dispositifs de ce type-là? Pas de problème, je vous le livre chez votre client, je le préinstalle, j'assure la maintenance et vous, vous vendez juste votre service». C'est quelque chose d'assez impressionnant et qui se construit petit à petit. Donc ça, c'est plutôt, oui, c'est plutôt une bonne, comment ça s'appelle? Une bonne évolution qu'on voit et qui, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, sera quand même un sacré avantage quand on voudra distribuer nos 10 casques ou nos 10 lunettes tout dans à une fait. PME sans avoir à mettre sur le dos, de la première personne qui s'y connaît un peu en informatique, l'aspect, «débrouille-toi pour faire fonctionner ça et s'il y a un problème, les gens viennent te voir», quoi. Complètement et c'était important qu'il soit à l'aval parce que ça donne un message fort pour les visiteurs aussi, Mmh. sur l'évolution et les progressions que font le marché de la XR. Alors je suis comme toi, j'ai été assez impressionné par, Haptik, j'avoue, le bon, même si tu as un peu l'impression d'être un Robocop quand tu mets, le truc avec le backpack et toutes les choses, mais en termes de retour, de sensations et de retour, ça promet, bah, à la fois ça promet des choses intéressantes et comme tu le disais, ça montre que contrairement à ces dernières années ou peut-être il y a 5 ans, il y a 4, 5 ans, ces solutions haptiques sont une vraie demande pour améliorer l'expérience immersive. C'est plus justement uniquement des solutions où on va se dire: «OK, c'est pour le loisir, on va faire ça». Non, non, là, on est dans des solutions industrielles, on est pour valider des gestes, on est sur des choses comme ça et ça aussi, c'est une petite, c'est pas une révolution, mais c'est un petit point d'inflexion qui est vraiment intéressant à voir. Est-ce que Complètement. tu as d'autres éléments Hem, sur les exposants ou? ouais, la dernière tendance aussi, alors là, je ne vais pas tous les nommer, mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y a plus de visibilité sur le pricing aussi. C'est-à-dire que maintenant, on se sent plus confort, je pense, avec la maturité de nos applications, le fait d'être passé en mode SaaS, d'avoir des solutions, sur étagère, d'être plus, sur, des prix publics, donner des prix de package, sur les sites internet, sur en parler ouvertement ou de se positionner aussi dans des, solutions plus, accessibles. Oui. Voilà, par exemple, je pensais à, comment ça s'appelait? Il y a une petite société qui s'appelle French Touch Factory, Mmh. qui a développé une solution pour faire de la capture volumétrique abordable. Mmh. Donc effectivement, on peut aller en studio avec 80 caméras et cetera et faire de la capture volumétrique. Eux, leur truc, c'est de dire: «Bon, bah, on va en prendre 4 seulement ou 5 caméras, relativement abordables et en 3 coups de cuillère à peau, tu te fais ton mini studio chez toi et tu arrives à faire de la» alors chez toi, en tant que professionnel, hein, Ouais. dans ton entreprise et de faire de la capture volumétrique à bas coût et ça, c'est vachement intéressant parce qu'effectivement, on n'est plus, sur, c'est que du custom, ça risque de coûter très cher. Voilà, de donner des prix, ça aide aussi le marché à se dire: «Ah, c'est» et alors ça arrive tout le temps, «c'est beaucoup moins cher que ce à quoi je m'attendais». Ouais. Ça, c'est vraiment ça aide vraiment l'entièreté du marché à Oui, oui, ça penser les répond à ce qu'on à ça répond un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le milieu vraiment très industriel qui avait du mal mmh, à imaginer que ces solutions-là soient valides pour eux, même si c'était une PME, même si c'était une ETI et que mmh, pour, on a parlé par exemple de la remote, de la téléassistance. mmh, Acheter une paire de lunettes et une licence sur un logiciel qui fait de la téléassistance, c'est un budget qui se compte en centaines d'euros pour la lunette souvent, mais qu'après à des abonnements à quelques dizaines d'euros, vous pouvez mmh, déjà commencer à mettre en place les choses et voir que ça sert. Ça aussi, c'est un vrai changement dans la pénétration marché. tout à fait. Alors on va parler un peu des compétitions, puisqu'on a dit qu'on finirait avec ça. Alors les projets Révolution,
comme d'habitude, c'est tout un tas d'entreprises et d'équipes étudiantes qui, proposent leurs réalisations. Alors, il y avait beaucoup de choses, cette année. Alors, j'ai trouvé très très intéressant que cette année, l'organisation de Laval dédie un hall complet à ces projets-là. Ça C'était très bien. permettait, de les mettre vraiment en valeur et de vraiment pouvoir comprendre, qui faisait quoi et cetera. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Est-ce que tu as toi, vas-y, qu'est-ce que tu veux mettre en valeur sur l'ensemble de ces projets? Alors, le MetaTable, Alors ça doit c'est être, vraiment le projet qui m'a le plus marqué elle est parce là. qu'effectivement, c'est un projet donc, développé par l'Institut, de technologie de Kanagawa, au Japon et en fait, ça permet à des personnes, handicapées lourdes, au travers d'un petit robot avatar, de parler avec, tout un chacun. Alors ils ont carrément une place physique, hein, à Tokyo, un Un café café, ouais. dans lequel il y a des petits robots et ben, tu viens dans le café, prendre ton petit noir et puis tu parles avec le petit robot et en fait, derrière le petit robot, quelque part, au Japon, il y a une personne qui va, juste discuter avec toi et qui est, souvent, ben, dans une situation de handicap lourd qui fait qu'elle peut pas se déplacer, et j'ai trouvé l'idée incroyablement brillante, d'une part, mais aussi, émotionnellement, touchante, forcément et surtout, c'est que sur le salon, j'ai pu, parler avec une personne, au Japon qui devait être, qui devait être réveillée depuis tôt le matin et qui, en fait, discutait avec toi au travers de ce tout petit robot pour pouvoir, évoquer en anglais, ben, la situation dans laquelle se trouvait, le Japon, et je me suis retrouvée à discuter pendant un peu plus d'un quart d'heure avec une personne que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam et qui était à l'autre bout de la planète et à qui, en fait, tu sentais que enfin, que cette discussion avait énormément de valeur et la rendait, terriblement heureuse, quoi. J'ai trouvé ça vraiment un très, très beau projet. Je Alors pense que la tu l'as testé toi aussi, hein? ouais, je l'ai pesté. Alors la personne, c'est Shifuyu, j'espère que ça se prononce comme ça, qui nous a parlé, qui nous a expliqué son métier de conductrice de robot. Mmh. Alors je t'avoue que je suis resté, pareil comme toi, sans mots. Enfin, on a discuté, mais c'était extraordinaire de penser qu'on était à Laval, qu'il y avait quelqu'un qui était au Japon, qui pilotait un robot qui était devant moi, qui m'expliquait comment elle discutait avec des gens au Japon dans son café. Enfin, c'était délirant et au-delà d'être délirant, ce qui, moi, m'a vraiment impressionné, c'est la combinaison de technologies dans cet usage-là. Mmh. De l'IoT, de la projection, de la technologie immersive, de la robotique, toute une combinaison de trucs à mettre ensemble pour que ça fonctionne avec une vision très claire de l'utilité. Enfin, un truc, monstrueusement impressionnant. J'ai ressenti un peu quelque chose d'assez similaire avec alors, je veux pas dire de bêtises, tu sais la tente d'isolation, Ah oui. il faut que je retrouve son nom exactement, c'est ah! Ouais, Heu c'était un concept vraiment intéressant. je me rappelle jamais, j'ai vu tellement de trucs, que j'ai un peu de mal. C'est la tente voilà, l'inclusive quiet room, avec l'idée encore une fois d'un d'une problématique très claire. J'ai des gens qui sont en panique dans des lieux. Alors qu'ils sont en panique, peu importe, problème d'autisme, problème de sursollicitation, peu importe, et je fabrique un machin, je ne sais pas comment l'appeler, portable, que je Tente. peux installer quelque part en moins de X heures et qui va permettre, à partir d'études, impressionnantes, hein, sur la psycho, sur la façon d'utiliser le son, la lumière, les matériaux, de faire redescendre la personne dans un état de tranquillité. Et bon, déjà, la porteuse de projet est assez particulière.
Mmh. C'est pour avoir discuté avec elle, c'est bon, elle est absolument enthousiaste sur, sur dans sa façon d'être et quand vous discutez avec elle, vous êtes enthousiaste aussi. C'est aussi simple que ça. Mais l'idée, encore une fois, de combiner cet ensemble de technologies, de lui donner un sens très précis et de se dire: «Non seulement on a combiné l'ensemble, on lui donne un sens», mais comme pour le café, comme pour la meta table, je fais un café, là, c'est il faut que ce soit utile. Donc je conçois tout ça pour que ce soit portable et que je puisse l'utiliser dans un centre commercial, dans un aéroport, dans une gare, dans un lieu public, peu importe. Ça, c'est vraiment enfin, moi, j'ai été vraiment très impressionné par cette façon de d'aborder le problème globalement. Ouais et c'est très japonais aussi parce qu'effectivement, ils ont de gros problèmes. Bon, d'une part, effectivement, avec les séismes perpétuels, qu'ils donc c'est vrai que par rapport à des situations de stress, liées à des grands mouvements, physiques du monde, en fait, ils sont constamment interpellés sur le sujet, mais aussi la sursollicitation qu'ils ont dans la rue, à la fois, la communication, les images, le monde, et cetera. C'est quelque chose qui est ultra problématique et je pense que ça ne me surprend pas qu'une idée aussi innovante et intelligente et calme aussi, parce qu'ils ont quand même un rapport au calme et à la nature, qui est curieusement aussi existant, puisse avoir été, créé par une personne du Japon. Mais le concept marche très très bien. C'est là où j'ai été assez surprise, c'est qu'une fois que tu es sous la tente, Ouais, ce jeu de lumière, de musique, de son et cette couverture qui est remplie de billes de fer, qui est ouais, particulièrement lourde et apaisante. Enfin, au-delà la chose paraît simpliste, mais comme tu le disais, il y a énormément de travail derrière ouais. Mais je pour pense que arriver à ça. c'est souvent la caractéristique des projets, que j'ai vus du Japon ou de Taïwan d'ailleurs ou des projets asiatiques. Ça Alors ça nous surprend toujours peut-être parce que ça perturbe notre façon de penser, l'utilisation de la XR sur les cas d'usage, mais il y a toujours un énorme travail technique derrière Oui, et de compréhension du sujet tout qui à est fait. absolument, absolument impressionnant. Alors on peut pas vous parler de tout, bah, dans un autre style, j'ai beaucoup aimé, le movable bag. C'est, c'est vraiment un autre style, mais Ça c'est dépend. ah, j'adorerais avoir ça chez moi, je t'avoue, un punching ball mobile avec un casque de réalité virtuelle où tu fais vraiment de l'entraînement. Déjà la boxe virtuelle sur les casques, je trouve ça épuisant. Bah, alors avec ça qui se déplace en plus, c'est carrément un entraînement de haut niveau à chaque fois. Donc c'était vraiment, vraiment impressionnant. Alors j'ai une petite aussi, j'ai une petite faiblesse avec, Verstalitis parce que ça vient de la Tama University, de l'équipe, du professeur, Norimichi Idehara qui apporte tous les ans à Laval, je ne sais pas comment ils font, enfin, chaque fois ils apportent des trucs et chaque fois c'est nouveau et chaque fois ça t'impressionne et chaque fois c'est fait de façon très simple et tu te retrouves, sous les étoiles, à, Ibara, heu, en train d'explorer, des choses, de discuter avec des oiseaux, enfin, d'écouter le chant des oiseaux, des choses comme ça, c'est impressionnant. Ouais. Est-ce que Bah, tu moi, as c'est une d'autres, dernière petite perle, dis-moi? heu et c'était assez alors, le seul truc, c'est je crois que c'est Quo-air que ça s'appelait et c'était une société brésilienne, une petite boîte. Le gars est en fait, la personne qui faisait la démonstration et qui a cette société est lui-même réalisateur de films et en fait, il a créé une expérience, virtuelle, avec un casque où en fait c'est une histoire où, en fait, tu es une personne donc il faisait de la publicité en montrant du sang, des cadavres, des zombies et cetera Ah et oui! en fait, c'était bien, bien plus intéressant et poussé que ça. Donc effectivement, quelque chose qu'on peut déjà avoir vu où tu poses ce casque et puis tu vas te retrouver dans une pièce, tu interagis avec des gens et cetera. Puis et en fait, tu te retrouves face à une table où tu as une personne qui est en train d'être interrogée par un policier sur un crime qu'il aurait commis et en fait,
tu vas être immergé dans toute l'histoire qui fait que ce crime a effectivement été commis. Donc, il y avait beaucoup de travail hein, sur le storytelling, vraiment quelque chose d'extrêmement bien fait. Le contenu était de très bonne qualité. Mais là où j'ai trouvé que c'était épatant, c'est qu'à un moment, tu n'es plus spectateur, tu es dans la peau du tueur. Mmh. C'est-à-dire qu'il va transférer en fait le point de vue et les pensées pour te mettre dans la peau de l'assassin à un moment de l'histoire et c'est terriblement dérangeant. C'est fait avec une transition où à un moment tu vois pas la chose venir et tu te retrouves dans la peau, tu tends les mains, tu vois bien que c'est toi qui es devenu le tueur. Alors il te fait pas commettre de crime, mais en revanche, il te donne toutes ces pensées un peu particulière, d'un esprit qui est un peu dérangé Mmh. et cette transition se fait, de façon, très, très, très facile et aisée et cetera et tu te complais presque à un moment, tu vois, de te sentir dans cette situation et j'ai trouvé ça très innovant parce que je me suis dit: «Effectivement, il y a quelque chose que j'ai jamais vu et Ouais. qui pourra être étudié dans le futur où ces expériences, tu peux vraiment prendre la place d'un des personnages et surtout tout ce qui va avec en termes de pensée, de comportement, de 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 planification, qui peut être extrêmement intéressant, du coup, peut-être dans des cas d'éducation, de formation, d'appréhension du monde et cetera et d'aller à une étape supérieure. Alors dans la série des trucs bizarres, tu avais aussi Wonder, où tu te donnais des conseils à toi-même. Alors ça, c'est aussi, un peu Non, étrange, mais j'ai pas fait tu ça. tu 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 parles avec toi-même de façon différée et tu fais les questions et les réponses et à la fin, tu es dans une discussion avec toi-même qui est assez folle, en fait. C'est vraiment étrange comme concept. J'avais déjà testé des choses, comme tu dis, où on se met dans la peau de quelqu'un et on essaye c'est vraiment une façon de comprendre l'autre. Il Mmh. y a déjà des expériences qui est là-dedans. Là, Wonder, c'est c'est encore plus bizarre. C'est vraiment: «Tiens, pose-toi une question, comment tu aurais répondu?» et tu enchaînes des trucs comme ça et tu passes d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, mais c'est toujours toi. Donc tu enregistres quelque chose, tu l'écoutes et tu as la personne qui est toi en face qui te donne un conseil et tu lui reposes une question et tu remets dans l'autre côté et tu réécoutes la question. C'est vraiment étonnant comme, il y a vraiment, comme tu le disais, hein, il faut vraiment passer du temps sur cette partie-là parce qu'il y a des petites perles un peu partout avec des usages très innovants, très intéressants de l'AXR qu'on voit pas souvent, en fait. Est-ce que est-ce qu'on peut faire, tiens, une conclusion? Ça fait, 58 minutes qu'on parle, donc finalement, on va se donner 2 minutes pour faire 1 heure, ce sera pas mal. Quelles sont tes conclusions ou au moins ton sentiment général sur cette édition? Bah, vraiment, comme je le disais précédemment, moi j'ai trouvé que c'était une belle édition. C'était une belle édition parce que, effectivement, il y avait de l'audience, ça c'est un fait, mais aussi parce qu'il y avait une très bonne dynamique, que ce soit effectivement dans la partie conférence, plus resserrée, bien, par thème, sur des plages horaires où tu pouvais vraiment, ben, te rendre aux conférences qui te plaisaient le plus, avec un état d'esprit et partager ton temps aussi parce que malgré tout les 3 jours passent très vite, hein et il y avait beaucoup d'exposants. Donc j'ai trouvé que le format était bien. Le fait que ce soit plus international, ben, je trouve ça très bien. Heu, peut-être même au niveau des conférences, donner peut-être la parole, je te parlais de Christophe Roon, mais même le gars de Unity, enfin des gens qui pensent différemment, qui ont d'autres problématiques dans la XR et cetera, les faire parler, je pense que c'est vachement intéressant pour nous faire penser aussi, à des choses, de façon différente. J'ai beaucoup aimé aussi la soirée Howard que j'avais et je m'excuse, trouvé un petit peu plus longue, l'année dernière, mais cette année, je l'ai trouvée très efficace. Les 2 présentateurs étaient super, la joute verbale, enfin voilà, c'était efficace, agréable, fluide, vraiment, vraiment très, très bien.
Donc voilà, c'était bien parce que les gens ont beaucoup participé et ont été très enthousiastes avec cette soirée de remise de prix. Et puis la soirée était aussi très très sympa. Elle a attiré aussi beaucoup de monde, mais elle était bien organisée avec pas mal de salles aussi où les gens ont pu effectivement participer et à la fois parler, à la fois voilà, ça s'amuser, tout était un peu plus segmenté, donc ça a permis de rester un petit peu plus longtemps et c'est vrai qu'on a senti un vrai enthousiasme de la part des participants. Si je peux me permettre, donc des points d'amélioration, enfin, de mon point de vue, je pense que Laval a vraiment atteint un une sorte de top en termes d'audience, de participation, d'animation, et cetera. Je pense que l'étape d'après, c'est peut-être attirer un public un peu différent. Essayer d'élargir, en fait, euh, le scope des gens qui vont venir visiter, d'aller peut-être, comme on en parlait, sur toutes ces sociétés un tout petit peu au-dessous des grands groupes qu'on voit de façon récurrente et qui sont des grands habitués historiques de Laval. J'ai pas trop de solutions à ça, mais comment attirer des sociétés qui sont de bonne taille, mais qui ne sont jamais venues et qui pourraient être voilà, des prospects super intéressants pour les entreprises qui viennent exposer, d'élargir notre portfolio aussi de présentateurs qui amèneraient aussi peut-être de nouvelles informations, de nouvelles peut-être difficulté à présenter, voilà, de rentrer ce qui s'est un peu passé cette année, parler plus vrai dans les conférences. Je pense que ça bénéficiait, tout le monde est très content de ça, de ces véritables discours, de plus dire tout est beau, tout est joli, voilà l'état du marché, il se passe des trucs, et puis il y a plein d'améliorations et faisons ça ensemble. Je pense que ça passera aussi par l'élargissement de notre audience. Bah, écoute, c'est parfait. Ça fait une bonne conclusion, ça donne des perspectives pour 2024 et puis, bah, ça peut être aussi la conclusion. Rendez-vous à Laval Virtual 2024 pour voir, ce que cette année nous a apporté comme nouveauté, dans la XR. Merci beaucoup Valérie Merci Grégory, bonne journée. et à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On sera très heureux de pouvoir y répondre, bah, ce sera un grand plaisir. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.